Les animes, c'est mainstream. Fini l'époque où on était trois ermites à en parler dans la cour de récré au lycée, maintenant tout le monde a ajouté dans son vocabulaire les mots manga et animé. Et oui, parce que mine de rien, à peine 10 ans en arrière, c'était pas aussi commun qu'aujourd'hui de regarder des animés. Si vous aviez l'audace d'aborder le sujet en public, à lâcher des blasts de séries animées japonais, les gens vous regardaient bizarrement. J'irais pas jusqu'au cliché qu'on se faisait tabasser et rejeter socialement pour regarder des animés, personnellement c'était pas mon cas. Par contre, juste j'avais personne avec qui partager ce loisir, donc je me contentais d'en regarder tranquille chez moi et d'en parler avec mes potes les plus proches qui n'étaient même pas scolarisés dans le même bail que moi. Mais bref, ça devient un peu trop personnel. Le temps est passé et maintenant nombreux sont ceux qui connaissent, regardent et apprécient les animés. De plus en plus, nous-mêmes on fait découvrir ça à nos parents, nos oncles, nos tantes, nos frères et nos sœurs. Il y a également de plus en plus d'événements IRL autour des animes, de conventions, de festivals, et les films d'animation japonais qui sortent au cinéma en France, c'est maintenant quelque chose de commun, là où encore en 2016, l'arrivée de Your Name au cinéma, c'était un petit événement assez improbable. Merci d'ailleurs encore Eurozoom. Les animés maintenant c'est hype, tout le monde en parle partout, ils abondent les plateformes de streaming et les photos de profil des gens sur les réseaux sociaux. Mais les animés, ils sont pas arrivés sur le paysage du divertissement grand public du jour au lendemain. Comment les animés c'est devenu hype? Bon, je vais me contenter de vous faire l'historique pour la France parce que spoiler alerte, ici c'est une chaîne YouTube française. Pas mal, non? C'est français. Eh oui, avant de pouvoir mater les 45 saisons de Naruto sur Netflix, une Red Bull à la main, avachée sur ta chaise corsaire, il s'est passé quelques trucs. Car avant Internet et les sites de streaming, il existait la télévision. Et un des tout premiers animés à passer nos frontières et à lancer le succès des productions japonaises sur notre territoire n'est autre que UFO Robot Grandizer, plus connu sous le nom de Goldorak, diffusé en France en 1978. La série aura même droit à une couverture pour Paris Match au vu de sa popularité naissante à l'époque. En 1987, l'émission cultissime du Club Dorothée arrive sur TF1 et avec elle à une pléthore d'animés. Elle diffusera des productions qui cartonnent au même moment au Japon, à savoir Les Chevaliers du Zodiaque, Ken le Survivant, Lamu ou encore Juliette je t'aime. Mais c'est en 1988 que les audiences de l'émission vont exploser avec l'arrivée de Dragon Ball. Bonjour, voici mon fils. Incroyable, non? Waouh! Dis bonjour, Sangohan. Bonjour tout le monde! Début des années 90, les mangas / animes ont entamé leur percée dans le divertissement en France. Et vient alors les débats autour de la violence que mettent en scène ces œuvres avec comme figure phare Ségolène Royal et bien plus tard l'émission On n'est pas couché en 2010 et cet extrait culte d'Éric Zemmour. Les mangas c'est quand même ça, c'est une violence incroyable et 3 mots de vocabulaire, c'est ça c'est quand même les dialogues. Cela va amener les chaînes à censurer des dialogues et couper certaines séquences, ce qui donnera naissance au doublage culte de Ken le Survivant par exemple. Évidemment, qui pourrait croire une seconde qu'une vieille femme aussi horrible puisse exister. Surtout avec une barbe de 5 jours. J'avais pas pensé à ça. Pendant ce temps, du côté du cinéma, le 8 mai 1991, Akira sort en salle en France et réalisera tout de même 100 000 entrées, tandis qu'à la télévision, on renouvelle le contenu en diffusant des séries comme Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Côté cinéma, Akira permettra l'arrivée en salle des premiers Ghibli, Princesse Mononoke en 2000 et Le Voyage de Chihiro en 2002, qui connaîtront de beaux succès. Les fans commencent à s'investir dans leur passion et créeront des fanzines comme Animeland et Mangazone. Cependant, en 1997, c'est la fin du Club Dorothée, symbole de l'animation japonaise en France. Un peu plus tard, naîtront de nouvelles chaînes comme Manga ou la fameuse Game One. La relève est également assurée avec l'arrivée des animés sur Canal+. Cowboy Bebop, Evangelion, Escaflowne, pas sûr de la prononciation, et en 1999, la toute première édition de la Japan Expo voit le jour. En 2006, Crunchyroll est créé, suivi de Wakanim en 2010 ou encore ADN en 2013, qui seront rejoints sur le marché de l'animation japonaise par Netflix à partir de 2014. La véritable explosion se produira à partir de 2015 avec l'accessibilité énorme que vont apporter ces différentes plateformes et qui mettront fin à l'ère du DVD qui succédait déjà à la VHS. Aujourd'hui, la plupart des gens regardent des animes grâce aux sites de SVOD qui ont maintenant des catalogues immenses et qui proposent des animes des années 90 comme du simulcast ou encore des productions originales et exclusives. Si ces sites ont autant investi sur les productions japonaises, c'est parce qu'elles coûtent beaucoup moins cher que leurs homologues occidentaux et font autant voire plus d'audience. Exactement le même raisonnement qu'en 1987 avec le Club Dorothée qui rachetait à l'appel les productions japonaises. Internet a désormais pris la place de la télévision et en 2023 les animés sont désormais au sommet de leur succès et sur les lèvres de tout le monde. On en parle sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur Discord, tout le monde partage son avis, ses critiques, ses recommandations, les gens se filment en train de regarder des animés, des gens regardent les mecs qui se filment en train de regarder les animés. Bref, les animés c'est super populaire, les animés c'est hype
et rien ne semble pouvoir arrêter la machine. Mais si on prend du recul maintenant, est-ce qu'on n'en ferait pas un peu trop? OMG, le moment gatekeeping? Évidemment que non, je ne préférerais pas les animés avant. Quand je dis avant, c'était à mon époque, hein, donc début 2012-2013, quand on était même à cette époque-là encore deux connards à en débattre à l'arrêt de bus et qu'on se contentait de savoir qui était le plus fort entre Kuroko et Naruto. Bon, les comparaisons foireuses, malheureusement, c'est resté, mais force est de constater que l'on est passé d'un extrême à un autre. Maintenant, les animes font partie de la culture populaire, enfin ultra populaire, hein, les oncles, les tantes, maintenant tout le monde sait à peu près ce que c'est. En Occident en tout cas, hein, parce que c'est sûr que dans leur pays d'origine ça fait un petit moment que c'est populaire, et on en entend parler partout, que ce soit via des AMV sur TikTok, des thread reviews d'épisodes chaque semaine sur Twitter, des vidéos top animées sur YouTube, des clips de musique animés par des studios japonais, des pubs, des jeux vidéo qui reprennent le style animé. On parle d'animé absolument partout, tout le temps. Les animés c'est hype, c'est d'actualité, t'as vu? En quoi c'est une mauvaise chose, vous allez me dire? Eh bien, on en revient à ma première question, je trouve qu'on en fait un peu trop. Alors c'est super de voir tout le monde partager la même passion, voir que maintenant même de plus en plus de gens s'intéressent à la manière dont sont produites leurs œuvres favorites et partagent chaque seconde d'un nouvel épisode en larguant les noms d'artistes derrière leurs séquences préférées sur les réseaux. Mais désormais, on a atteint un stade où certaines personnes vont attendre de chaque nouvel animé, de chaque nouvel épisode, au minimum d'avoir du Sakuga pendant 24 minutes et si possible de révolutionner entièrement le médium. Et vas-y qu'on doit les convaincre en 20 minutes top chrono, et gare à l'animé qui ne contient pas 500 twists, 15 combats et 0 pet de 3D dès le premier épisode, car sinon dès que l'ending se lancera, ça va crier à la fraude gargantuesque. Ouais, ils aiment bien utiliser des adjectifs abusés. Je dis pas, c'est bien d'avoir certaines attentes et d'être critique par rapport à ce qu'on regarde, mais il faut doser comme on dit. On arrive à un point où des mecs sont déçus de voir qu'une histoire parodique se contente d'être une histoire parodique, sans apporter rien de plus, en comparant ça à SNK. Ça a aucun sens. Chaque animé n'a pas pour vocation de réinventer l'industrie, faut se calmer un peu sur les attentes. Si tu vas voir John Wick en pensant assister à un récit initiatique d'un héros torturé qui va reprendre goût à la vie en se mettant à cultiver des tomates, non, t'as un mec qui met des gros headshots et qui fait du nunchaku pendant 2h30. C'est évident que le film il est pas là pour nous délivrer le scénario de la décennie, mais pour nous montrer des chorégraphies millimétrées, une réalisation un tant soit peu spécifique, etc. Le film tu l'aimes ou non, mais pour les bonnes raisons. Tu peux pas te plaindre qu'une pomme n'a pas le goût d'une orange, mais tu auras une préférence pour l'un parce qu'il sera plus sucré que l'autre. Que toi, bah le sucre, tu kiffes ça. Ah, tu l'avais pas vu venir le rapport entre John Wick et les oranges en lançant la vidéo, hein. Fils d'apôtre. Une des raisons qui personnellement ont fait que par exemple j'ai grandement apprécié découvrir Chainsaw Man se joue notamment sur le fait que l'œuvre a complètement annihilé mes attentes. Bon après on m'avait vendu ça comme un shonen un peu en marge avec un mec qui veut juste bouffer des bzaises et qui peut se changer en tronçonneuse. Et puis là, en ouvrant le manga, la gifle interstellaire dans la gueule. Reprendre les codes du Neketsu pour les remanier à sa sauce, nanani nanana. Bon, Chainsaw Man, tout le monde en a parlé en long, en large et en travers, du pourquoi, du comment c'est génialissime. Mais comme quoi, la plupart du temps, se lancer dans l'inconnu sans vraiment trop savoir sur quoi on va tomber, c'est la meilleure façon de pas être déçu et de faire de bonnes découvertes. Avoir des attentes, c'est bien aussi, si vous voulez absolument filtrer et être garanti, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais garanti d'être satisfait. Perso, même quand le postulat de base d'un anime me donne moyennement envie, je lui laisse au moins le bénéfice du premier épisode. C'est le grand minimum pour moi. Mais bon, je connais mes goûts et ce serait mentir que de dire que je n'ai jamais drop une œuvre au bout d'à peine 2 minutes de visionnage. Bon, vous m'excuserez, mais les mecs qui se réincarnent en épée, j'avoue que, voilà, j'ai pas besoin de rester 20 minutes scotché devant mon écran pour comprendre que je vais pas accrocher au délire. Et parmi toutes les planètes présentes dans le système solaire de la hype, on en trouve d'autres qui sont un peu problématiques. Je parlais du fait d'avoir des attentes, mais noter des animés, la culture de l'instant avec les critiques instantanées et parfois la pauvreté de ces dernières, ou encore l'overreact, que ce soit en vidéo ou à l'écrit, avec le top 10 des pires adjectifs composés entre autres de banger, masterclass grotesque, I never experienced that kind of entertainment in my life, oh my fucking gosh. Tout ça, ça contribue un peu à l'odeur nauséabonde de la... Non mais sérieux, noter les animés ou n'importe quoi d'autre, ça m'a toujours cassé les burnes. Maintenant, faut carrément noter épisode par épisode. Alors une note pour cet épisode, une note pour le combat Goku vs Mario. Les mecs ils demandent des notes, mais personne sait c'est quoi le barème. Les musiques, la lumière, le jeu des seiyuu, l'animation, la mise en scène, la DA, on sait pas, personne sait. Je préfère largement faire une critique point par point du pourquoi j'ai globalement aimé ou non un épisode, une série, en essayant d'évoquer les axes qui me semblent importants à retenir, plutôt que de balancer un vulgaire 8 sur 10, épisode qui régale, sans fournir aucune argumentation. Je demande pas qu'on me fasse des exposés ou des vidéos reloues de 40 minutes, mais de poser son avis. C'est pas compliqué de savoir ce que t'as aimé ou non dans un épisode, une série. Bon, après on va devoir aborder le fait qu'il y a absolument plus aucune modération dans les propos des gens. Soit t'aimes à en mourir une œuvre et tu vas gober tout ce qu'on va te servir sans jamais prendre du recul, ou tu vas haïr à la mort sans jamais admettre que t'as kiffé certains trucs. Pour certaines personnes, il peut pas y avoir d'entre-deux, c'est dommage. Un autre souci de la hype mainstream, c'est la quasi-obligation d'être à jour sur les séries que l'on suit, sous peine d'être
d'être éhontement spoilé littéralement 1 minute après la diffusion du dernier chapitre ou du dernier épisode de la série qu'on regarde. Pour les mangas sur les séries les plus suivies, One Piece, on peut carrément se faire spoiler 3 jours avant la sortie officielle des chapitres, hein, donc ça c'est génial. Avec les animés c'est un peu moins le cas, mais ça arrive que des personnes suivent la diffusion du Japon, où les épisodes passent quelques heures en avance, juste pour pouvoir faire les petits posts accompagnés de screens inédits. Pour éviter ça, l'unique méthode de contraception, c'est de connaître à peu près les horaires de sortie des trucs qu'on suit, pour ne pas aller sur les réseaux tant que l'on n'a pas lu ou regardé l'épisode ou le chapitre qu'on attend. Évidemment personne fait ça, hein, parce que ça casse vachement les couilles, bon, sauf peut-être pour les séries qu'on adore de ouf, où on fait cet effort. Perso, pendant la sortie de l'anime Chainsaw Man, je me forçais à plus aller sur les réseaux tant que j'avais pas vu l'épisode. Mais entre la communauté Sakuga, les contactus manga animés et tous les gens solos qui à l'heure actuelle peuvent devenir des médias au bout de quelques milliers de followers, la menace du spoil elle est présente à chaque recoin et c'est un peu relou même si ça touche principalement les séries les plus populaires. Et à ça s'ajoute, comme je disais, le fanatisme de certaines personnes qui prennent le chou dès qu'on ose faire une petite critique sur leurs œuvres adorées. Déjà qu'on est tous tendus à l'idée de se faire spoil, alors si une fois qu'on a revu et apprécié le dernier épisode de Demon Slayer, c'est pour voir des gens dire que ça pue sa mère sur les réseaux, bon, c'est sûr que ça doit pas être agréable, mais bon, c'est le jeu, hein, chacun pense ce qu'il veut, et surtout, c'est à vous d'accorder ou non de l'importance aux critiques que vous pouvez voir sur internet. À quoi ça sert de répondre sérieusement à des gens qui font même pas preuve d'un peu de recul, et qui sucent ou crachent sans vergogne sur des animés que vous kiffez ou non? Pareil, il y a des trucs assez évidents où c'est une perte de temps d'essayer d'avoir une discussion avec certaines personnes, genre Chainsaw Mid, etc. Enfin, s'il faut commencer à s'attarder sur tout ça, on n'a pas fini. À un moment, faut un peu se détendre l'anus et puis rigoler un coup, quoi. Et y a rien de mal à se faire vanner son animé préféré. Même si la personne elle aime pas la série en question, ou que c'est juste une tech troll pour vous faire réagir, autant passer son chemin. Donner de l'importance à des gens qui font preuve d'un minimum de rigueur et qui donnent des critiques un tant soit peu développées. Parce que bon, c'est sûr que sur Twitter, avec la limite de caractère, ça pousse à faire des posts qui donnent envie aux gens de réagir. Mais bon, un mec qui dit Demon Slayer, sérieux, trop carry par l'animé, est-ce que ça vaut le coup de donner de l'énergie pour initier une discussion? À moins qu'elle étoffe son propos, je pense pas. C'est pour ça que perso, je préfère donner mes avis sur les épisodes que je regarde sur Twitch ou YouTube, parce que bon, après c'est vrai que, comme j'ai dit, Twitter c'est, je trouve, pas du tout un endroit approprié pour faire ça. Ah bah putain, je débite, mais on dirait bien que ça amenait que des problèmes cette histoire de popularisation des animés manga. Oui, popularisation, ça existe, j'ai vérifié. Bah, c'est juste qu'on est plus amené à se souvenir du négatif plutôt que du positif. Mais je préfère clairement l'époque d'aujourd'hui, on va dire, même si ça fait phrase de dinosaure et que ça a pété il y a à peine 10 ans les animés. Mais le fait de voir des news autour des animes H24, les gens en parler et partager leur avis, leurs recommandations sur plein d'œuvres, ça m'a fait personnellement découvrir beaucoup d'artistes et de séries. Puis ne serait-ce que l'accessibilité que permettent toutes les plateformes qui sont apparues il y a quelques années, évidemment que c'est 10 fois mieux que d'attendre devant sa télé une certaine heure la diffusion de l'épisode de la série qu'on suit. Et puis la plupart des trucs que je reproche et que j'ai évoqué plus tôt, c'est dû à des comportements, donc c'est juste une question d'adaptation, d'arriver à passer outre, ne pas répondre, savoir à quoi et à qui donner son énergie. Ouais, c'est moi Random Watcher, votre coach en développement personnel, you know. Non, en vrai, tu coupes Twitter, tu coupes certains réseaux, tu vis ta vie tranquille et c'est génial, hein. Tu peux virer les 2/3 de la vidéo, là. Toute cette merde pour arriver à cette vidéo que vous regardez en ce moment même, produite par un connard en slibard dans sa piole. Moi-même en l'occurrence. Ici 2023, les animés sont hype. Maintenant, reste à savoir si ça va continuer. En vrai, on peut dire que les animes, si c'est hype, c'est un peu grâce à moi aussi. Un petit peu en vrai, non, parce que 200 000 abonnés, une vidéo tous les 2 mois... Ouais, je fais des scènes post-génériques maintenant à la MCU. Hype!